Vous et moi, on va probablement pas entrer dans l'histoire. Et c'est pas grave d'ailleurs. Certains d'entre vous en seront chagrinés, mais c'est la vie. Et puis, franchement, c'est pas un peu risqué d'entrer dans l'histoire? Les gens se souviennent de vous, certes, mais qu'est-ce qu'ils retiennent? Caligula est surnommé l'empereur fou. Voilà ce qu'il a obtenu comme postérité. Il fait partie de ces figures historiques dont la cruauté a fait légende, un peu comme Attila. D'ailleurs, il figure sur le top 10 des plus grands tyrans de l'histoire, un site internet qui existe vraiment, si je vous assure. Si vous allez y faire un tour, vous lirez que Caligula était un sadique qui adorait torturer ses ennemis et prolonger leur agonie pendant plusieurs jours. Honnêtement, je sais pas si ce site est fiable. Mais ce qu'on y lit est très représentatif de l'image qu'on se fait de Caligula aujourd'hui. Donc ça, c'est le personnage. La folie, la cruauté et le pouvoir, avec un peu de débauche pour relever le tout. Et comme si ça suffisait pas, Albert Camus a écrit la pièce pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une première représentation en 1945. Wouhou, je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, sans plus attendre... Hé, toi! Qu'est-ce qui se passe? L'empereur Caligula veut que tu lui fasses à manger ce soir. File aux cuisines. Mais je sais pas cuisiner, moi, comment je vais faire? Débrouille-toi, c'est pas mon problème. Si c'est pas bon, l'empereur te fera exécuter. Oh, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bah alors, y a plus personne ici? J'espérais écouter un résumé de Caligula, mais on dirait bien que je vais devoir m'en occuper moi-même. Oh, c'est vraiment la crise. Dès le début de la pièce, Rome est en émoi. Caligula a disparu depuis 3 jours, et les patriciens ne savent pas quoi faire en son absence. Il vient tout juste de perdre sa sœur Drusilla, avec qui il avait une relation incestueuse. On s'imagine qu'il était amoureux d'elle, et qu'il est trop triste pour se montrer en public. Mais ce genre de tristesse ne dure pas longtemps, se disent-ils. L'empereur finira par oublier son chagrin. Caligula finit par réapparaître, sale et fatigué. Il explique à son ami Hélicon que pendant ces 3 jours, il réfléchissait. Il prétend se ficher de la mort de Drusilla. Ce qu'il veut, c'est la lune. Et je précise que ce n'est pas une métaphore, hein. Caligula veut vraiment un satellite de 2 440 000 km de circonférence. J'espère qu'il a un très grand jardin. De retour au pouvoir, Caligula se comporte comme un tyran. Il fait déshériter tous les fils des patriciens, puis demande qu'on les fasse exécuter dans un ordre aléatoire. Sa maîtresse, Caesonia, lui demande s'il s'agit d'une sorte de plaisanterie. Il répond qu'il s'agit d'une leçon. Il prétend avoir compris ce à quoi sert le pouvoir, donner une chance à l'impossible. Caesonia essaye de le raisonner. Elle lui dit qu'il est fou s'il cherche à égaler les dieux, que tout le pouvoir d'un empereur ne pourra pas changer le monde. Caligula prétend pouvoir changer le monde. Je cite le texte. « Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. » Il fait promettre à Caesonia une obéissance sans limite. 3 ans plus tard, la situation ne s'est absolument pas améliorée. Les patriciens se plaignent que Caligula les soumet à tous ses caprices. Parfois, il leur fait faire des choses absurdes, comme courir autour de sa chaise à porteur. Et puis parfois, il fait assassiner des membres de leur famille. Les patriciens n'en peuvent plus. Ils sont prêts à se révolter. C'est alors qu'un homme entre en scène, appelé Chéréa. Il se démarque immédiatement par son calme et son intelligence, et s'impose en leader de la révolte. Mais il considère qu'il est beaucoup trop tôt pour frapper. Il force les patriciens à réfréner leur ardeur meurtrière. On annonce l'arrivée de Caligula. Il force les patriciens à mettre la table comme des serviteurs, à rire à des blagues qu'ils racontent. Il voit un de ses conseillers, appelé Méréia, boire quelque chose provenant d'une petite flasque. Caligula l'accuse de boire un contrepoison. Méréia proteste. Il dit qu'il s'agit d'une solution pour son asthme. Mais Caligula ne l'écoute pas. Selon sa logique, s'il boit un contrepoison, c'est qu'il craint d'être empoisonné. C'est évidemment un crime. Soit Caligula n'avait pas l'intention de l'empoisonner, et donc Méréia soupçonne son empereur injustement, soit Caligula avait l'intention de l'empoisonner. Et dans ce cas, il s'oppose à sa volonté. Dans un cas comme ça, on ne peut pas gagner. Caligula punit Méréia en le forçant à boire du poison. C'est un peu comme ce mythe sur le procès des sorcières, vous savez. On jette une femme dans l'eau. Si elle flotte, c'est qu'elle est coupable. Et alors on la brûle. Et si elle coule, c'est qu'elle était innocente. L'innocence ne vient qu'avec la mort. Débarque alors un nouveau personnage, Scipion. Caligula a fait tuer son père. Il veut se venger.
Il est tellement rempli de haine qu'il n'a même plus peur de mourir. On comprend qu'il était ami de Caligula avant, ce qui complique leur relation. Et ensemble, ils discutent de poésie. Quoi, c'est pas la chose la plus absurde qui se sera passée dans cette pièce. Donc, je disais, ils discutent de poésie. Et alors qu'ils semblent se comprendre dans une ode bucolique à la nature, Caligula change brutalement de ton et en rappelle à la violence et la mort qui semblent être devenues ses muses. Furieux de s'être fait avoir, Scipion incendie Caligula et se moque de la terrible solitude que doit être la sienne. Ce à quoi Caligula rétorque dans un élan de colère que l'on n'est jamais vraiment seul lorsqu'on est un être tourmenté tel que lui, qui ne trouve paix d'âme nulle part. Pauvrette, hein. Dans un élan de compassion, Scipion veut comprendre. Il faut bien qu'il y ait une douceur dans la vie de Caligula qui lui permette de continuer, car c'est ainsi que va l'homme. Cette chose, lui répond le tyran avec une amère lucidité, c'est le mépris. Et l'acte 2 se termine sur ce mot. Ambiance. Bon, en 2 actes, Caligula a déjà bafoué l'éthique, la politique et la logique. Qu'est-ce qui lui reste ? Bah la religion bien sûr. Il se déguise en Vénus et oblige les patriciens à réciter une prière ironique. Tout le monde lui obéit et se prosterne, à l'exception de Scipion, qui l'accuse de blasphème. Caligula lui répond qu'il a compris comment devenir l'égal des dieux, en se montrant aussi cruel qu'eux. Plus tard, Caligula se retrouve seul avec Hélicon. Il veut toujours qu'on lui apporte la lune. Hélicon essaye de le prévenir qu'on a organisé un complot contre lui. Mais Caligula l'écoute à peine, trop occupé à se repeindre les ongles des pieds. Entre ça et Vénus, est-ce que Caligula ce serait pas un peu le premier méchant quercodite de l'histoire ? Hélicon lui laisse alors une tablette, qui contient toutes les preuves dont il aura besoin. Caligula finit par en lire le contenu, et fait venir Chéréa, le leader du complot. Chéréa ne cherche pas à dissimuler ses intentions. Il veut faire disparaître Caligula. Non pas parce qu'il le hait, mais parce que c'est un nuisible. Sa philosophie, qu'elle soit fondamentalement légitime ou non, nuit au bonheur et à la sécurité de tous. Et pour cette raison, il doit être écarté. Chéréa n'a pas peur de mourir, mais, à sa grande surprise, Caligula s'empare de la tablette de cire et la brûle. Il encourage Chéréa à suivre sa propre logique jusqu'au bout, quitte à y perdre la vie, et le regarde quitter la pièce avec un sourire. On commence avec une discussion entre Chéréa et Scipion en pleine nuit. Chéréa essaye de garder Scipion parmi ses alliés, mais Scipion est doucement en train de perdre courage. Il a beau haïr Caligula, et il est touché par sa vision du monde, et ça le désespère tellement qu'il renonce à sa vengeance. Pour Chéréa, désespérer à ce point quelqu'un d'aussi jeune est l'un des pires crimes que Caligula ait pu commettre. Puis Chéréa et quelques patriciens sont conviés dans une pièce sombre. Ils pensent qu'on va les exécuter, mais tout ce qu'ils voient, c'est Caligula déguisé en femme qui leur propose une petite danse avant de disparaître. Césonia les oblige à complimenter la danse, ce qu'ils font sans se faire prier. Plus tard, c'est un concours de poèmes qu'il organise, avec pour sujet la mort. Il fait venir tous les poètes un par un pour qu'ils récitent leurs inventions, mais les interrompt presque immédiatement à chaque fois. Connaissant le personnage, je m'attendais presque à ce qu'il fasse mourir les poètes et qu'ils se servent de leurs poèmes comme épitaphe, ou quelque chose de ce goût-là. Mais à la place, il les fait partir en léchant leurs tablettes pour que les mots s'effacent. Scipion se présente devant Caligula et lui annonce qu'il a prévu de s'exiler. Resté seul avec Césonia, Caligula commence à se questionner sur l'amitié et l'amour. Il sent qu'il va bientôt mourir, mais Césonia essaye de lui redonner courage. On comprend au cours de cette scène qu'elle l'aime véritablement, et qu'elle voudrait qu'il guérisse, lui qui est encore un enfant. Caligula rejette l'amour, qu'il n'estime pas suffisant pour donner un sens à la vie. Il revient sur l'hypothèse du début selon laquelle ce serait le décès de Drusilla qui l'aurait poussé dans la folie. La vraie douleur, selon lui, ce n'est pas de voir quelqu'un qu'on aime mourir, c'est de savoir que ce chagrin n'est pas éternel. Comme si, quelque part, on n'aimait pas vraiment. Ce qu'il dénonce, c'est la faiblesse et la vanité des émotions humaines. Caligula déclare qu'il n'avait depuis le début aucune excuse pour justifier sa folie, et qu'il a simplement choisi le bonheur des meurtriers. Il étrangle Césonia et laisse tomber son cadavre sur son lit. Seul face à son miroir, il avoue sa propre peur et constate l'échec de sa propre philosophie. Car même après avoir commis autant de crimes et faussé autant de règles, il n'est toujours pas libre. Son dernier regret est que personne ne lui ait apporté la lune. Ou plus exactement, de ne pas avoir rendu possible l'impossible. Alors les conjurés entrent en foule dans sa chambre et le poignardent, tandis qu'il rit et hurle « Je suis encore vivant !» Il faut
je pense, mettre en perspective le début de la pièce, où le patricien déclare sur le ton de la consolation que la douleur de la perte d'un être aimé n'est rien qu'un sentiment passager qui laisse place à la paix, et le passage où Caligula se désespère du fait que même la douleur n'est pas éternelle, et qu'il ne reste à la fin que le mépris. Une conclusion positive d'un côté, négative de l'autre. Les personnages de la pièce se divisent un peu entre ces deux façons de voir le monde. Caligula est un idéaliste, qui cherche l'impossible, la liberté, l'immuable et la vérité en un sens, là où les autres personnages cherchent simplement à faire fonctionner la société, de manière à favoriser le bonheur des gens, aussi illusoire ce bonheur soit-il au fond. Ainsi, il y a un sens politique qu'on peut donner à cette pièce née dans le tourment de la Seconde Guerre mondiale, dont l'un des plus grands crimes a été de désespérer la jeunesse. La violence de la guerre, les terribles crimes commis contre l'humanité, de la Shoah à la bombe atomique et le sentiment de peur constant sont autant de traumatismes qui marqueront à jamais l'esprit des générations à venir, auxquels il ne restera bien souvent que le cynisme pour rationaliser l'horreur de tout ce qu'il s'est passé. Situation politique inquiétante, attrait de l'absurde et du nihilisme en réaction égale de survie, d'humour, d'espoir et de désespoir. Plutôt familier quand on y pense, non ? T'es sûr que ça va ? Bah oui, pourquoi ?